Le nom Karan est-il mais au néant est utilisé par des millions de personnes chaque jour sans que la question de son origine soit posée. Dans les médias internationaux, dans les traités diplomatiques, dans les manuels scolaires, ce nom apparaît comme une évidence géographique. Pourtant, pendant des siècles, ce même territoire était désigné sous un autre nom dans presque toutes les langues du monde, la Perse. Ce changement n'est pas simplement une modification administrative. Il reflète une transformation profonde de l'identité nationale, des structures politiques et des ambitions géopolitiques d'un État qui cherchait à redéfinir sa place dans le monde moderne. La question n'est pas uniquement de savoir quand ce changement s'est produit, mais pourquoi il a été imposé, qui en a bénéficié, et ce qu'il révèle sur les tensions entre mémoire historique et construction nationale au XXe siècle. Lorsqu'un diplomate britannique rédigeait une correspondance officielle destinée à Téhéran au début du XXe siècle, il écrivait systématiquement le mot perse en que ses documents. Lorsqu'un négociant russe établissait un contrat commercial avec des marchands de Tabriz, il utilisait ce même terme. Les cartes européennes, les encyclopédies françaises, les traités juridiques internationaux, tous employaient le même mot pour désigner ce vaste territoire situé entre la Mésopotamie et l'Asie centrale. Le mot perse était pour le monde extérieur une désignation aussi naturelle que celle de Francement. France ou d'Angleterre. Pourtant, à l'intérieur de ce même territoire, les habitants ne s'appelaient pas perses. Ils ne désignaient pas leur pays sous ce nom. Dans leurs textes littéraires, dans leurs chroniques royales, dans leurs correspondances administratives, dans leurs poèmes, le mot qu'ils utilisaient était différent. Ce mot était « Iran ». Il ne s'agissait pas d'un terme technique réservé aux lettrés. Ce n'était pas non plus une désignation récente inventée par des nationalistes du XXe siècle. C'était un nom ancien, profondément enraciné dans la culture, la langue et la mémoire collective de ce peuple. Cette divergence entre le nom utilisé par le monde extérieur et le nom utilisé par les habitants eux-mêmes représente l'une des anomalies les plus durables de la cartographie politique mondiale. Elle n'est pas accidentelle. Elle est le produit d'une série de processus historiques distincts qui ont abouti, au fil des siècles, à l'établissement de deux nomenclatures parallèles désignant le même espace géographique. Comprendre comment cette dualité s'est constituée exige de remonter bien au-delà du XXe siècle, bien au-delà même des premiers contacts entre l'Europe et l'Orient. La première question à poser est celle de l'origine du mot « perse ». Ce terme n'a pas été inventé par les Européens à l'époque moderne. Il puise ses racines dans l'Antiquité grecque. Lorsque les auteurs grecs, notamment Hérodote au 5e siècle avant notre ère, cherchaient à désigner les peuples et les territoires de l'Empire achéménide, ils utilisaient le mot Persie. Ce terme dérivait lui-même d'un nom géographique précis, la région du Fars, située dans le sud-ouest de l'Iran actuel. Cette province était le berceau de la dynastie achéménide, la région d'où Cyrus le Grand avait lancé sa conquête. Les Grecs ont donc appliqué le nom d'une province particulière à l'ensemble de l'Empire, puis à l'ensemble du territoire et de ses habitants. Cette généralisation abusive d'un nom régional à un ensemble géopolitique beaucoup plus vaste est un phénomène courant dans l'histoire des dénominations. Les Romains ont repris le terme grec et l'ont latinisé en Persia. Les langues européennes médiévales et modernes Les tablettes ont hérité d'argile de la cette Mésopotamie désignation ancienne latine. constituent notre Le français fenêtre la perse, plus directe sur l'anglais persia, l'allemand persien. Toutes ces formes dérivent de la même source grecque antique, qui elle-même ne désignait à l'origine qu'une province parmi d'autres dans un empire vastement plus étendu. Pendant ce temps, à l'intérieur du territoire en question, une toute autre logique de dénomination était à l'œuvre. Le mot « Iran » ne dérivait pas d'une province ou d'une région spécifique. Il possédait une signification ethno-linguistique plus large, liée à l'ensemble des peuples de langue iranienne qui habitaient ce territoire. Son origine remonte à des racines indo-européennes bien antérieures à la fondation de l'Empire achéménide, antérieures même aux premières migrations des peuples iraniens dans la région. Cette profondeur historique différencie fondamentalement les deux termes, khas
est une désignation externe d'origine géographique régionale, tandis qu'Iran est une désignation interne d'origine ethnolinguistique et civilisationnelle. La coexistence de ces deux noms pendant plus de 2 millénaires a créé une situation unique dans l'histoire des États. La plupart des pays possèdent un écart mineur entre leur nom en langue nationale et leur nom dans d'autres langues. Mais l'écart entre Iran et Perse Kulapaf n'est pas simplement phonétique ou orthographique. Il renvoie à deux conceptions différentes de ce qu'est ce territoire. Une conception externe fondée sur l'héritage grec et romain et une conception interne fondée sur une identité civilisationnelle continue. Ce que cette dualité révèle, en définitive, c'est que la question du changement de nom officiel en 1935 n'est pas le point de départ du problème, elle en est l'aboutissement visible. Pour comprendre pourquoi un gouvernement a jugé nécessaire, à un moment précis du XXe siècle, de demander au monde entier de changer la façon dont il désignait ce pays, il faut d'abord comprendre pourquoi cette divergence de nom existait, comment elle s'était maintenue pendant des siècles, et quelles forces politiques, culturelle et idéologique avait finalement rendu cette situation intenable aux yeux des dirigeants iraniens de l'époque. Cette investigation commence donc non pas en 1935, mais plusieurs millénaires auparavant, dans les steppes d'Asie centrale, où les premiers peuples qui allaient se définir comme iraniens commençaient leur longue migration vers ce territoire. L'étymologie du mot « Iran » du Iran constitue l'un des points de départ les plus instructifs pour comprendre la singularité de cette identité civilisationnelle. Contrairement à de nombreux noms de pays qui dérivent de dynasties, de batailles fondatrices ou de décisions administratives, le mot Iran possède une racine linguistique qui précède de plusieurs millénaires l'existence de tout État organisé sur ce territoire. Cette racine appartient à la famille des langues indo-européennes et remonte à une période où les peuples qui allaient devenir les Iraniens, les Indiens védiques et plusieurs autres groupes encore constituaient une communauté linguistique et culturelle relativement unifiée dans les steppes eurasiatiques. Le terme reconstructé par les linguistes pour désigner cette communauté proto-iranienne est Aïria ou Arya. Ce mot, dans son usage original, ne possédait aucune connotation raciale au sens biologique. Il fonctionnait plutôt comme un marqueur d'appartenance culturelle et linguistique, distinguant les locuteurs de ces langues des peuples voisins, qui parlaient des langues différentes. Son sens premier serait proche de noble ou de libre, bien que les débats philologiques sur cette question demeurent ouverts. Ce qui est établi avec certitude, c'est que ce terme était utilisé par des groupes distincts qui partageaient une famille linguistique commune et qu'il apparaît dans des textes très anciens provenant de deux régions géographiquement éloignées, l'Iran et l'Inde. Dans le contexte iranien, la forme ancienne de ce terme se retrouve dans les textes de l'Avesta, la collection de textes sacrés du zoroastrisme. Ces textes, dont certaines parties remontent probablement au 2e millénaire avant notre ère, utilisent le terme Aériana pour désigner le territoire habité par ces peuples. La formulation complète Aériana Vaeja apparaît dans plusieurs passages avestiques pour désigner une terre ancestrale mythique, parfois identifiée par les chercheurs à une région d'Asie centrale. Ce territoire n'est pas encore l'Iran géographique tel qu'il sera défini plus tard, mais il constitue le référent originel à partir duquel le concept d'Iran comme espace civilisationnel se développera progressivement. La transformation phonétique du terme Aériana en Arenya Naya Sakebotsait Siak à Iran s'est produite sur plusieurs siècles, à travers les évolutions naturelles de la langue iranienne ancienne vers ses formes moyennes puis modernes. En vieux perse, la langue de l'administration achéménide, les formes attestées sont proches de Arya. Arya. En moyen perse ou Pélévi, la langue de l'empire sassanide, la forme Eran apparaît de manière régulière dans les inscriptions officielles. C'est sous les Sassanides, entre le 3e et le 7e siècle de notre ère, que le terme commence à fonctionner clairement comme un nom d'État, désignant non plus seulement un groupe ethno-linguistique, mais un territoire politique défini. L'inscription de Shapur Ier à Naksh-e-Rostam, datée du 3e siècle, constitue l'un des documents les plus importants à cet égard. Dans cette inscription trilingue, Shapur se désigne lui-même comme roi des rois d'Iran et de non-Iran,
une formulation qui atteste l'existence d'une conception géopolitique claire du territoire iranien comme entité distincte par rapport au reste du monde connu. Cette formulation implique une frontière conceptuelle entre ce qui est iranien et ce qui ne l'est pas, une distinction qui préfigure les usages modernes du terme. Ce qui mérite attention dans cette évolution, c'est la continuité remarquable du terme à travers des ruptures politiques majeures. L'Empire achéménide est détruit par Alexandre le Grand au IVe siècle avant notre ère. La période hellénistique qui suit impose une culture et une administration grecques sur ce territoire pendant plus d'un siècle. Pourtant, le terme Iran, dans ses différentes formes, persiste dans les usages locaux. Les dynasties parthes, qui reprennent le contrôle du territoire au IIe siècle avant notre ère, utilisent à nouveau des désignations iraniennes dans leur titulature. Les Sassanides, enfin, font de l'identité iranienne un élément central de leur légitimité politique et religieuse. Cette continuité contraste fortement avec la situation dans le monde extérieur, où le terme perse demeure la désignation dominante quelle que soit la réalité politique interne du territoire. Les auteurs grecs de la période hellénistique continuent d'utiliser Persis, même lorsque les dynasties purement perses n'existent plus. Les auteurs romains font de même. Cette persistance du terme externe, indépendamment des transformations internes, illustre un phénomène plus général. Les dénominations géographiques ont tendance à se figer dans les traditions intellectuelles et cartographiques, même lorsqu'elles ne correspondent plus à la réalité politique ou identitaire qu'elles prétendent décrire. La conquête arabe du 7e siècle représente une rupture politique et religieuse considérable pour ce territoire. L'empire sassanide s'effondre, l'islam devient la religion dominante, et la langue arabe s'impose comme langue de l'administration et de la religion. On pourrait s'attendre à ce que cette rupture efface également le terme Iran de l'usage. Ce n'est pourtant pas ce qui se produit. Les géographes arabes médiévaux utilisent régulièrement le terme Iran ou ses variantes pour désigner ce territoire. Les poètes persans qui écrivent en persan nouveau à partir du 9e et du 10e siècle continuent de référencer l'identité iranienne comme une réalité culturelle distincte. Ferdowsi, dans le Shahnameh, son épopée monumentale achevée aux alentours de l'an 1000, place l'identité iranienne au centre de sa narration historique et mythologique. Ce que révèle cette longue durée du terme Iran, c'est qu'il ne s'agit pas d'une invention nationaliste moderne. Il s'agit d'une désignation ancienne, attestée dans des sources de nature très différentes, religieuses, administratives, littéraires, épigraphiques, sur une période de plus de 2000 ans. Ce constat rend d'autant plus intrigante la question de savoir pourquoi le monde extérieur a continué, pendant toute cette période, à utiliser un terme différent et pourquoi il a fallu attendre le XXe siècle pour que cette divergence soit officiellement résolue. L'Empire achéménide, fondé par Cyrus II aux alentours de 550 avant notre ère, constitue le premier grand État de l'histoire à avoir gouverné ce territoire sous une autorité centralisée et à avoir laissé des traces documentaires suffisamment abondantes pour permettre une analyse historique approfondie. Cet empire est également au cœur d'un paradoxe fondamental, c'est lui qui a donné au monde extérieur le nom perse, alors même que ses propres inscriptions officielles utilisent un vocabulaire identitaire plus complexe et plus nuancé que ce que la tradition occidentale a retenu. Cyrus le Grand était originaire d'Anshan, une région qui correspond approximativement à la province actuelle du Fars dans le sud-ouest de l'Iran. La province de Par, ou Parsa en vieux perse, était le berceau de sa dynastie. Lorsque Cyrus a commencé son expansion militaire, conquérant successivement les Mèdes, les Lydiens et les Babyloniens, les Grecs qui observaient de ces événements ont naturellement désigné cet empire par le nom de la région d'origine de sa dynastie. Pour Hérodote et ses contemporains, cet empire était l'empire des Perses, c'est-à-dire des habitants de Parsa. Cette désignation était géographiquement précise au moment de sa création, mais elle allait rapidement devenir inadéquate au fur et à mesure que l'empire s'étendait bien au-delà des frontières de cette province d'origine. Les inscriptions officielles de l'empire achéménide révèlent une conception de l'identité royale sensiblement différente de celle que le terme perse suggère. L'inscription de Darius Ier à Béhistin, gravée vers 520 avant notre ère en 3 langues, vieux perse, élamite et babylonien,
contient une liste détaillée des peuples soumis à l'autorité royale. Darius se désigne comme roi des rois, roi de Perse, roi des pays. Cette titulature composite reflète la réalité d'un empire multiethnique qui n'imposait pas une identité unique à ses sujets, mais qui superposait plusieurs niveaux d'appartenance sous une autorité dynastique unique. La politique administrative achéménide illustre cette approche. Contrairement à d'autres empires antiques, qui cherchaient à assimiler culturellement les peuples conquis, les Achéménides ont adopté une stratégie de tolérance relative à l'égard des diversités locales. Les satrapies, unités administratives de l'empire, maintenaient leur langue, leur religion et leurs coutumes locales, sous réserve du paiement du tribut et de la loyauté politique envers le roi. Cette architecture administrative permettait à un empire s'étendant de l'Égypte à l'Inde de fonctionner sans uniformisation culturelle forcée. Elle implique également que l'identité perse, telle que les Grecs la concevaient, comme une identité nationale homogène, ne correspondait pas à la réalité interne de cet empire. Ce que les Grecs percevaient de l'extérieur était une puissance militaire et politique formidable, dont ils identifiaient le centre dans la région de Parsa. Ce qu'ils ne percevaient n'est pas, ou ne cherchaient pas à percevoir, c'était la complexité interne d'un empire, où les Mèdes, les Babyloniens, les Élamites, les Bactriens, les Égyptiens et de nombreux autres peuples coexistaient sous une administration commune. La simplification que représente le terme perse pour désigner l'ensemble de cet empire est donc le produit d'une perspective externe nécessairement réductrice. Les guerres médiques du 5e siècle avant notre ère ont considérablement renforcé la fixation du terme perse dans la conscience grecque et, par extension, dans la tradition intellectuelle occidentale. Les batailles de Marathon, des Thermopyles et de Salamine ont créé une représentation durable d'un affrontement entre les Grecs et les Perses. Cette opposition binaire a structuré une grande partie de la réflexion politique et philosophique grecque sur la différence entre liberté et despotisme, entre Occident et Orient. Dans ce cadre narratif, les Perses représentaient une altérité définie, un bloc homogène opposé à la diversité des cités grecques. Cette représentation a survécu bien au-delà de l'Antiquité pour alimenter des débats philosophiques et politiques jusqu'à l'époque moderne. Du côté iranien, la période achéménide a laissé une empreinte monumentale dont les traces sont toujours visibles à Persépolis. Cette ville cérémonielle, construite sous Darius Ier et Xerxès, constitue l'expression architecturale la plus élaborée de l'idéologie impériale achéménide. Les bas-reliefs de Persépolis représentent des délégations de peuples de toutes les provinces de l'Empire apportant des tributs au roi. Cette iconographie est révélatrice. Elle ne représente pas une domination culturelle d'un peuple sur les autres, mais une hiérarchie politique dans laquelle la diversité est organisée autour d'un centre de pouvoir dynastique. L'Empire se définit par la capacité du roi à ordonner la diversité, non par l'effacement de cette diversité. La destruction de Persépolis par Alexandre le Grand en 330 avant notre ère marque la fin de l'Empire achéménide, mais pas la fin de l'influence de cet empire sur la construction de l'identité iranienne. Dans les siècles qui suivront, les dynasties iraniennes successives, Parthes, Sassanides et plus tard Safavides, se réclameront régulièrement de l'héritage achéménide pour légitimer leur autorité. Cet héritage sera reconstruit, réinterprété et parfois mythifié, mais il demeurera une référence centrale dans la construction de l'identité iranienne sur le long terme. Ce processus de référence à l'héritage achéménide soulève une question importante pour l'analyse historique. Dans quelle mesure la grandeur de cet empire a-t-elle contribué à ancrer le terme perse comme désignation externe de référence, au point que ce terme soit devenu pratiquement impossible à déloger de la tradition diplomatique et cartographique occidentale pendant 2 millénaires? La réponse est que la monumentalité de l'empire achéménide, sa confrontation spectaculaire avec la Grèce et l'abondance des sources grecques décrivant cet empire ont créé une tradition historiographique dans laquelle Perse était non seulement un nom géographique, mais aussi un concept civilisationnel chargé de signification politique et philosophique. Modifier ce terme ne reviendrait pas seulement à changer un nom sur une carte,
Cela impliquait de remettre en cause une catégorie analytique profondément enracinée dans la tradition intellectuelle occidentale. C'est précisément cette résistance de la tradition externe qui rendra le changement de nom du XXe siècle si symboliquement chargé. Mais avant d'en arriver là, il faut examiner comment ce terme « perse », fixé par les Grecs, s'est transmis à travers les siècles dans la tradition occidentale et comment il a interagi avec les représentations internes de l'identité iranienne à chaque grande période de l'histoire de ce territoire. Hérodote d'Halicarnasse, que la tradition historiographique désigne souvent comme le père de l'histoire, a rédigé ses histoires au Ve siècle avant notre ère dans le contexte direct des guerres médiques. Son œuvre constitue la source narrative la plus étendue dont nous disposons sur l'empire achéménide, vu depuis l'extérieur. C'est dans ce texte fondateur que le terme « perse » et ses dérivés acquièrent leur première expression systématique dans la littérature grecque. Or, une lecture attentive de ce texte révèle que même Hérodote était conscient que la désignation qu'il utilisait ne correspondait pas à la façon dont ces peuples se désignaient eux-mêmes. Hérodote note explicitement que les Perses se donnaient autrefois le nom de Céphènes, que leurs voisins les appelaient Artéens, et qu'ils n'ont pris le nom de Perse qu'en référence à un ancêtre mythique nommé Persès. Cette remarque, souvent négligée dans les lectures tapis rapides du texte, indique que le processus de nomination était déjà complexe à l'époque d'Hérodote. Le terme « perse » n'était pas une simple transcription phonétique d'un nom que ces peuples se donnaient. Il était le produit d'une série de transformations dans lesquelles les représentations mythologiques grecques jouait un rôle aussi important que la réalité géographique ou ethnique. La tradition grecque associait les Perses à Persès, fils du héros Persée et de l'Éthiopienne Andromède. Cette généalogie mythologique n'avait évidemment aucune base historique, mais elle illustre la manière dont les Grecs intégraient les peuples étrangers dans leur système de représentation du monde, en rattachant les Perses à un héros grec. La tradition hellénique créait un lien fictif mais fonctionnel entre son propre univers mythologique et les peuples de l'Est. Ce mécanisme de rationalisation mythologique a contribué à stabiliser et à légitimer le terme « perse » dans l'usage grec. Thucydide, Xénophon, Échille et de nombreux autres auteurs grecs ont perpétué et diversifié les usages du terme. Chez Échille, dont la pièce Les Perses est l'une des œuvres dramatiques les plus anciennes conservées dans la tradition occidentale, les Perses sont représentés de manière à la fois sympathique et étrangère. Vaincus à Salamine, ils suscitent une certaine compassion, mais demeurent fondamentalement différents des Grecs dans leurs institutions, politiques et leurs valeurs. Cette représentation dramatique a contribué à inscrire le terme « perse » dans la culture grecque non seulement comme désignation géographique, mais comme catégorie culturelle et politique. Xénophon, dans la Cyropédie, son œuvre sur l'éducation de Cyrus le Grand, offre un portrait idéalisé du fondateur de l'Empire achéménide qui a exercé une influence considérable sur la pensée politique occidentale. Ce texte a été lu et commenté pendant des siècles comme un traité sur l'art de gouverner. Dans ce cadre, Perse devient associé à une tradition de leadership spécifique, à un modèle de gouvernement que les auteurs occidentaux allaient discuter et analyser indépendamment de toute réalité politique contemporaine de ce territoire. Le nom s'est ainsi chargé de significations philosophiques et politiques qui débordaient largement sa simple fonction géographique. La transmission de ce corpus grec au monde romain a renforcé et étendu la diffusion du terme. Les auteurs latins, Tite-Live, Tacite, Pline l'Ancien, utilisent Persia et Persae avec la même naturalité que leurs prédécesseurs grecs. La Vulgate latine de la Bible, rédigée par saint Jérôme à la fin du IVe siècle, utilise également ces formes latines pour désigner les références au territoire iranien présentes dans les textes de l'Ancien Testament. Cette inclusion dans les textes bibliques est particulièrement significative pour la diffusion ultérieure du terme en Europe médiévale, car elle ancre le nom dans un registre à la fois religieux et historique qui lui confère une autorité supplémentaire. L'Empire romain avait lui-même des contacts directs et prolongés avec les dynasties parthes puis sassanides.
Ces contacts, qui alternaient entre conflits militaires et négociations diplomatiques, ont produit une abondante documentation dans laquelle le terme Persia est systématiquement utilisé pour désigner le territoire et les dynasties en question, indépendamment de la façon dont ces dynasties se désignaient elles-mêmes. Les traités de paix romano-sassanides, utilisent des formulations diplomatiques dans lesquelles les deux parties apparaissent sous des noms fixés par la tradition. Rome et Perse. Cette formalisation diplomatique du terme a contribué à en faire une catégorie juridique internationale dotée d'une signification précise dans les relations entre États. La chute de l'Empire romain d'Occident n'a pas interrompu cette tradition. Les héritiers intellectuels de Rome, les humanistes byzantins, les clercs latins médiévaux, les premiers cartographes européens ont continué à utiliser les mêmes termes. Les croisades, qui ont mis les Européens en contact indirect avec le monde islamique, ont maintenu Pesat comme désignation de référence pour ce territoire. Marco Polo, au XIIIe siècle, utilise Perse dans ses récits de voyage. Les premiers ambassadeurs vénitiens qui se rendent à la cour des Ilkhanides au XIIIe et XIVe siècle utilisent les mêmes termes. Cette continuité du terme perse sur une période de 2000 ans dans la tradition intellectuelle occidentale s'explique par plusieurs mécanismes simultanés. Le premier est la transmission des textes classiques grecs et latins, qui constituaient la référence éducative fondamentale des élites européennes jusqu'à l'époque moderne. Le second est la fonction pratique du terme comme désignation stable dans les relations diplomatiques et commerciales. Le troisième est l'absence de toute pression systématique de la part des acteurs politiques iraniens pour modifier cet usage dans les communications avec le monde extérieur, au moins jusqu'au XXe siècle. Ce dernier point mérite d'être développé. Les dynasties iraniennes successives, Sassanides, Bouyides, Seldjoukides, Ilkhanides, Timourides, Safavides, n'ont pas cherché à imposer le terme Iran dans leurs communications diplomatiques avec les puissances occidentales. Plusieurs facteurs expliquent cette absence de pression. D'abord, les contacts diplomatiques réguliers entre l'Iran et l'Europe occidentale sont restés limités pendant une grande partie de la période médiévale. Ensuite, les priorités politiques de ces dynasties étaient orientées vers leurs relations avec leurs voisins immédiats, le monde arabe, l'Asie centrale, l'Empire ottoman, plutôt que vers l'Europe lointaine. Enfin, dans un contexte prémoderne où la question de la dénomination officielle d'un État n'avait pas le statut juridique qu'elle acquéra à l'époque des États-nations, la distinction entre Iran et Perse dans les communications extérieures ne constituait probablement pas une priorité politique. Ce n'est que lorsque le système des États-nations modernes, avec ses exigences de dénomination officielle précises et juridiquement contraignantes, s'est imposé comme cadre des relations internationales, que la divergence entre le nom interne et le nom externe est devenue une question politique susceptible d'appeler une résolution formelle. La conquête arabe de l'Empire sassanide, accomplie entre 637 et 651 de notre ère, représente l'une des transformations les plus profondes de l'histoire de ce territoire. En moins de 15 ans, une armée arabe issue de la péninsule arabique a renversé un empire qui avait dominé le Proche-Orient pendant 4 siècles. Cette conquête a entraîné des bouleversements religieux, linguistiques et administratifs considérables. L'islam a remplacé le zoroastrisme comme religion dominante. La langue arabe s'est imposée comme langue de l'administration, de la religion et du savoir. Les structures administratives sassanides ont été progressivement remplacées par des structures calipales. Dans ce contexte de transformation radicale, on pourrait s'attendre à ce que l'identité iranienne et le terme qui la désignait disparaissent ou se réduisent à des survivances marginales. Les sources historiques montrent que ce n'est pas ce qui s'est produit. Le terme Iran et les référents identitaires qu'il portait ont survécu à la conquête arabe, se sont adaptés au nouveau contexte islamo-arabe et ont finalement émergé renforcés dans la littérature persane classique des 9e et 10e siècles. Les premiers géographes arabes qui ont écrit sur ce territoire après la conquête ont utilisé des terminologies variées. Le terme « al-Ajam » signifiant approximativement les non-arabes ou les étrangers était couramment utilisé pour désigner les populations iraniennes.
Ce terme possédait une connotation de distinction culturelle et linguistique plutôt qu'une connotation purement géographique. Mais à côté de ce terme générique, les géographes arabes utilisaient également des désignations plus précises. Ibn Khordad Bey, géographe du IXe siècle dont l'œuvre constitue l'un des premiers traités de géographie islamique, utilise des désignations régionales précises pour les différentes parties du territoire iranien, tout en reconnaissant implicitement une unité géographique plus large. Al-Istakhri, géographe du Xe siècle, consacre une section importante de son traité à l'Iklim Fars, la province du Fars, mais il la situe dans un cadre géographique plus large qui correspond au territoire iranien dans son ensemble. Ibn Hawqal, qui voyage dans la région aux alentours de 950, offre une description détaillée du territoire et utilise des références qui permettent de reconstituer une conception géographique cohérente de ce que nous appelons aujourd'hui l'Iran. Ces géographes arabes, bien qu'ils n'utilisent pas systématiquement le terme Iran comme catégorie principale, construisent néanmoins une image géographique de ce territoire qui préfigure les usages ultérieurs. La production littéraire en persan nouveau, qui se développe à partir du IXe siècle sous la protection de dynasties iraniennes comme les Tahirides, les Safarides et surtout les Samanides, représente le phénomène culturel le plus significatif pour la persistance de l'identité iranienne après la conquête arabe. Cette littérature est écrite dans une langue persane qui a intégré un vocabulaire arabe considérable, mais qui a maintenu une structure grammaticale et un fond lexical fondamentalement iranien. Elle constitue l'expression d'une renaissance culturelle iranienne dans le cadre d'un monde islamique dont elle accepte les références religieuses tout en affirmant une spécificité culturelle distincte. Ferdowsi, dont le Shahnameh, le livre des rois, est achevé aux alentours de l'an 1000, représente le cas le plus emblématique de cette renaissance. Cette épopée monumentale de plus de 50 000 distiques retrace l'histoire légendaire et mythologique de l'Iran depuis la création du monde jusqu'à la conquête arabe. Elle est écrite dans un persan délibérément épuré des emprunts arabes, une décision stylistique qui a en elle-même une signification identitaire. Dans ce texte, Iran-Char sont des termes centraux qui désignent à la fois un territoire, une civilisation et une communauté culturelle dotée d'une histoire propre et d'une grandeur passée. Le fait que Ferdowsi ait choisi de conclure son épopée sur la conquête arabe est révélateur. Cette fin n'est pas célébrée comme l'avènement de l'islam sur un territoire jusqu'alors dans l'erreur, mais présentée comme une catastrophe pour la civilisation iranienne, une rupture douloureuse avec un passé glorieux. Cette interprétation de la conquête arabe comme trauma identitaire plutôt que comme libération religieuse est une constante qui traversera une grande partie de la littérature et de la pensée iranienne ultérieure, créant une tension durable entre l'appartenance à la civilisation islamique et la revendication d'une identité pré-islamique distincte. Al-Biruni, savant du XIe siècle né dans la région du Khorezm et écrivant en arabe aussi bien qu'en persan, offre une perspective différente mais complémentaire. Dans son Kitab al-Athar al-Baqiya, un traité sur les chronologies et les calendriers des différentes civilisations, il traite l'histoire iranienne comme une tradition distincte et cohérente, avec ses propres systèmes de datation, ses propres dynasties et ses propres références culturelles. Cette approche analytique d'un savant islamisé qui maintient néanmoins une conception de la spécificité iranienne illustre la façon dont l'identité iranienne s'est perpétuée à l'intérieur même de la civilisation islamique. La période des dynasties turques, Ghaznavides, Seldjoukides, qui dominent politiquement l'Iran à partir du Xe et du XIe siècle, apporte une dimension supplémentaire à cette question. Ces dynasties d'origine turque adoptent le persan comme langue de cour et de culture, patronnent la littérature persane et s'inscrivent dans la continuité des formes politiques iraniennes tout en introduisant de nouvelles composantes ethniques dans le tissu de la région. Ce phénomène illustre la capacité de la culture iranienne à absorber et à iraniser des élites politiques d'origines diverses, renforçant ainsi la continuité de l'identité culturelle iranienne, indépendamment des origines ethniques des dynasties régnantes. Les invasions mongoles du XIIIe siècle, qui provoquent des destructions considérables et la mort de populations entières, constituent un autre test de résistance pour cette identité culturelle.
Pourtant, là encore, les dynasties mongoles qui s'installent en Iran, les Ilkhanides, adoptent rapidement la langue persane comme langue de cour, se convertissent à l'islam et patronnent une culture iranienne qui continue de se référer à ses propres traditions littéraires et intellectuelles. La continuité culturelle à travers des ruptures politiques majeures est peut-être la caractéristique la plus frappante de l'histoire de l'identité iranienne sur le long terme. Ce que cette longue période médiévale révèle, c'est que l'identité iranienne n'était pas simplement une construction politique, dépendante d'un État ou d'une dynastie particulière. Elle était portée par une tradition littéraire, linguistique et culturelle suffisamment robuste pour survivre à des conquêtes répétées, à des changements de dynastie, à des mutations religieuses profondes. Le terme « Iran » et les significations qu'il portait étaient maintenus vivants par des poètes, des historiens, des géographes et des lettrés, qui travaillaient dans des contextes politiques très différents mais partageaient un même cadre de référence culturelle. La fondation de la dynastie safavide en 1501 par Ismaïl Ier représente un tournant dans l'histoire de ce territoire. Cet événement est souvent décrit, à juste titre, comme l'une des transformations religieuses les plus importantes du monde islamique au début de l'époque moderne. L'imposition du chiisme duodécimain comme religion d'État dans un territoire majoritairement sunnite a eu des conséquences géopolitiques, culturelles et identitaires dont les effets se prolongent jusqu'à aujourd'hui. Mais ce changement religieux ne peut être compris isolément. Il s'inscrit dans un projet politique plus large qui visait à construire une entité étatique distincte dans un environnement régional dominé par deux empires sunnites puissants, l'Empire ottoman à l'ouest et l'Empire moghol à l'est. Ismaïl Ier était à la tête d'une confrérie soufie, l'ordre safavide, dont les origines remontaient au XIIIe siècle et dont la base de recrutement principale était constituée de tribus turcophones d'Anatolie orientale et d'Azerbaïdjan, les Kizilbash. Cette base sociale turque de la nouvelle dynastie illustre immédiatement une tension qui allait caractériser tout l'empire safavide. Ses fondateurs et son armée étaient en grande partie turcophones, mais le territoire qu'ils contrôlaient était en majorité persanophone et la culture de cour qu'ils allaient développer serait essentiellement persane. La décision d'imposer le chiisme, duodécimain comme religion d'État, n'était pas uniquement motivée par des convictions religieuses sincères, même si celle-ci jouait un rôle. Elle répondait également à une logique politique précise, créer une frontière identitaire claire entre le territoire safavide et ses voisins sunnites, en particulier l'Empire ottoman. En faisant du chiisme la marque distinctive de l'État iranien, les Safavides créaient une ligne de démarcation confessionnelle qui se superposait à la frontière géopolitique et qui rendait la fidélité de leurs sujets à l'Empire ottoman à la fois religieusement illégitime et culturellement étrangère. Cette stratégie a produit des résultats durables. La frontière entre l'Iran chiite et la Turquie sunnite est restée remarquablement stable pendant 5 siècles. Pour imposer le schisme dans un territoire sunnite, les Safavides ont dû importer des théologiens chiites des régions arabophones, où cette branche de l'islam était historiquement enracinée, notamment le Liban et l'Irak. Cette importation de clercs arabophones dans un environnement persanophone a créé une tension linguistique et culturelle spécifique au sein de l'institution religieuse safavide. Les théologiens chiites de formation arabe apportaient avec eux leurs références intellectuelles arabes, tandis que la cour et la culture ambiante fonctionnaient en persan. Cette tension entre l'arabe comme langue religieuse légitime et le persan comme langue de culture et d'administration allait traverser toute l'histoire de l'Iran safavide et post-safavide. La question de l'identité iranienne sous les Safavides est donc complexe. D'un côté, la culture de cour safavide a produit certaines des réalisations les plus spectaculaires de l'art et de l'architecture persan, les mosquées et les palais d'Ispahan, capitale de l'empire à partir de Shah Abbas Ier, représentent un sommet de l'art islamique persan. La miniature, la calligraphie, la céramique et la poésie persane ont connu un développement remarquable. De l'autre côté, la légitimité religieuse de la dynastie reposait sur des sources arabes et sur une théologie élaborée en arabe, créant une dépendance structurelle à l'égard d'un cadre de référence non iranien. Shah Abbas Ier,
qui règne de 1587 à 1629 et constitue le point culminant de la puissance safavide, a mené une politique qui illustre ces tensions de manière particulièrement nette. D'un côté, il a réorganisé l'armée safavide pour réduire la dépendance à l'égard des tribus kizilbash turcophones et a renforcé le rôle des Iraniens persanophones dans l'administration. De l'autre, il a maintenu le chiisme comme fondement religieux de l'État et a continué à patronner les théologiens chiites formés dans la tradition arabe. Sa politique étrangère comprenait des contacts avec les puissances européennes, il a envoyé des ambassades en Angleterre, en Espagne et au Vatican, et ces contacts ont utilisé des interprètes et des traducteurs qui rendaient le terme perse en langue européenne. C'est précisément à travers ces contacts diplomatiques safavides avec l'Europe que le terme perse s'est le plus solidement fixé dans les pratiques diplomatiques européennes de l'époque moderne. Les ambassades réciproques entre la cour safavide et les cours européennes ont produit des traités, des correspondances et des récits de voyage dans lesquels perse est systématiquement utilisé. Les récits de voyageurs européens qui visitent l'empire safavide au XVIIe siècle, Pietro della Valle, Jean-Baptiste Tavernier, Jean Chardin, ont été largement diffusés en Europe et ont contribué à ancrer cette désignation dans la culture européenne cultivée. Ces textes décrivent la richesse et la sophistication de la cour d'Ispahan, mais le font sous l'étiquette perse, qui efface la complexité interne de l'empire safavide. La terminologie utilisée par les safavides eux-mêmes dans leurs documents officiels internes présente une image différente. Les chroniques royales safavides, rédigées en persan, utilisent des formulations qui combinent l'identité chiite et l'identité iranienne d'une manière spécifique. Le terme Mamalek et Iran, les royaumes d'Iran, apparaît régulièrement dans les documents administratifs. La titulature officielle des chahs safavides combine des références à l'autorité islamique chiite et des références à la tradition royale iranienne pré-islamique. Cette combinaison délibérée suggère que les safavides cherchaient à construire une légitimité composite qui répondait à la fois aux exigences de la tradition islamique et aux attentes d'une population qui portait une mémoire culturelle iranienne distincte. L'effondrement de la dynastie safavide en 1722, sous les coups d'une invasion afghane, a ouvert une période de turbulence politique qui a duré plusieurs décennies. Mais les structures identitaires construites sous les safavides ont survécu à la chute de la dynastie. Le chiisme duodécimain était désormais suffisamment enraciné dans la population iranienne pour fonctionner comme marqueur identitaire indépendamment du pouvoir politique. La culture persane, enrichie par 2 siècles de patronage safavide, continuait de fonctionner comme cadre de référence pour les élites lettrées, et la désignation perse continuait de s'imposer dans les communications avec le monde extérieur, indépendamment des mutations politiques internes. Ce que la période safavide révèle de plus significatif pour notre analyse, c'est la façon dont une identité nationale peut être construite et renforcée par une politique étatique délibérée, même lorsque cette politique utilise des instruments non nationaux, en l'occurrence une religion d'importation arabe, comme vecteur de distinctivité. Les safavides ont créé quelque chose de nouveau, une identité iranienne chiite qui différait à la fois de l'Iran pré-islamique et du reste du monde islamique. Cette identité composite allait devenir le fondement sur lequel les constructions identitaires des siècles suivants, y compris le nationalisme du XXe siècle, allaient s'appuyer ou, selon les cas, réagir. Le XIXe siècle représente la période au cours de laquelle la présence européenne en Iran cesse d'être sporadique et diplomatiquement marginale pour devenir une réalité structurante de la politique iranienne. 2 empires en particulier, la Grande-Bretagne et la Russie, vont exercer une influence croissante sur les affaires internes et externes de la dynastie Qajar, qui gouverne l'Iran depuis 1796. Cette présence européenne accrue va produire un corpus documentaire diplomatique considérable dans lequel le terme perse est systématiquement utilisé comme dénomination officielle de l'État iranien. Et c'est précisément la formalisation juridique de ce terme dans les traités internationaux qui va rendre son éventuel remplacement d'autant plus difficile et symboliquement chargé. La rivalité entre la Grande-Bretagne et la Russie pour l'influence en Iran, ce que le vocabulaire géopolitique de l'époque désignait sous le terme de « grand jeu », se manifeste dans une série de traités et d'accords dont les archives diplomatiques conservent les textes.
Le traité du Golestan en 1813, par lequel l'Iran cède à la Russie une grande partie du Caucase à la suite d'une guerre désastreuse, utilise le terme perse dans ses versions françaises et russes. Le traité de Turkmenché en 1828, qui complète la dépossession iranienne du Caucase et impose des conditions commerciales humiliantes, fait de même. Ces documents juridiques contraignants fixent le nom perse comme désignation officielle de l'État iranien dans le cadre du droit international de l'époque. La valeur symbolique de ces traités humiliants est importante pour comprendre le contexte dans lequel le nationalisme iranien allait se développer au XXe siècle. Pour les Iraniens qui réfléchissaient aux causes de l'affaiblissement de leur pays face aux puissances européennes, ces traités représentaient non seulement une perte territoriale et économique, mais aussi une subordination de la souveraineté iranienne à des cadres juridiques définis par des puissances étrangères. Le nom perse apparaissait dans ces documents comme partie intégrante d'un ordre international dans lequel l'Iran occupait une position subordonnée. La structure même des relations diplomatiques entre l'Iran qajar et les puissances européennes renforçait cette asymétrie. Les missions diplomatiques européennes à Téhéran disposaient de traducteurs formés dans les traditions orientalistes européennes, qui utilisaient les catégories héritées de la tradition classique, dont le terme perse, pour interpréter et rendre compte de la réalité iranienne. Les orientalistes britanniques et français, qui produisaient des rapports sur l'Iran au XIXe siècle, travaillaient dans un cadre intellectuel qui incluait la connaissance du persan classique, mais qui continuait à désigner le pays par son nom latin et grec. Cette tradition orientaliste, académiquement respectable dans ses propres termes, contribuait à perpétuer le terme perse dans les sphères intellectuelles et diplomatiques européennes. L'accord anglo-russe de 1907, par lequel les deux puissances divisaient informellement l'Iran en zones d'influence, une zone russe au nord, une zone britannique au sud, une zone neutre au centre, représente peut-être le moment le plus aigu de cette subordination de la souveraineté iranienne à des considérations géopolitiques extérieures. Cet accord, négocié sans consultation du gouvernement iranien, était formellement désigné comme une convention relative à la Perse, l'Afghanistan et le Tibet. Son titre illustre parfaitement la façon dont le terme perse fonctionnait comme désignation diplomatique d'un territoire traité comme objet de négociation entre grandes puissances plutôt que comme sujet souverain de ses propres affaires. La révolution constitutionnelle iranienne de 1905 à 1911, qui avait contraint le Shah à accepter une constitution et l'établissement d'un parlement, représentait précisément une tentative de la société iranienne de reprendre le contrôle de ses propres affaires politiques. Cette révolution constitutionnelle est généralement considérée comme l'un des premiers mouvements constitutionnels du monde islamique et comme une étape importante dans l'histoire politique iranienne. Elle a produit une effervescence intellectuelle et politique dans laquelle la question de l'identité nationale iranienne occupait une place centrale. Les journaux et les pamphlets de cette période discutaient de la modernisation, de la réforme, de l'identité culturelle et des relations avec l'Europe dans des termes qui préfiguraient les débats du régime Pahlavi qui allait suivre. C'est dans ce contexte de crise de la souveraineté et d'éveil politique que les premières réflexions iraniennes sur la question du nom commencent à apparaître de manière plus systématique. Des intellectuels iraniens formés dans les universités européennes ou exposés aux idées nationalistes européennes par la lecture et les voyages commençaient à percevoir la divergence entre le nom interne et le nom externe comme un problème plutôt que comme une simple curiosité historique. Si le nationalisme européen enseignait que chaque nation devait posséder un État portant son nom propre, alors le fait que l'État iranien soit désigné sous un nom externe d'origine grecque représentait une anomalie à corriger. La Première Guerre mondiale et ses conséquences ont encore accentué la vulnérabilité de l'Iran. Théoriquement neutre, l'Iran a néanmoins subi des occupations militaires russes, britanniques et ottomanes sur son territoire. À la fin de la guerre, avec l'effondrement de l'Empire russe et la réorientation de la politique britannique, l'Iran se retrouvait dans une situation politique extrêmement précaire. Un gouvernement central affaibli, des forces tribales centrifuges, une économie désorganisée et une présence britannique qui cherchait à formaliser son influence
à travers l'accord anglo-iranien de 1919. Cet accord, qui aurait de fait transformé l'Iran en protectorat britannique, fut rejeté par le Parlement iranien, mais son existence même illustrait la profondeur de la crise de souveraineté. C'est dans ce contexte de crise existentielle de l'État iranien que la montée en puissance de Reza Khan, un officier de la brigade cosaque iranienne, allait produire la transformation politique la plus radicale du XXe siècle iranien. Son coup d'État de 1921, soutenu discrètement par la Grande-Bretagne qui cherchait un ordre stable sans avoir à assumer le coût politique d'une occupation directe, a ouvert la voie à une centralisation du pouvoir politique et militaire. Sa proclamation comme Reza Shah en 1925, mettant fin à la dynastie Kadjar et fondant la dynastie Pahlavi, a inauguré un programme de modernisation nationaliste dont la demande de changement de nom officiel en 1935 allait constituer un élément emblématique. Ce que la période européenne révèle en définitive, c'est que le terme perse, Shetaker, n'était pas seulement un vestige de la tradition grecque antique. Il était devenu, au XIXe et au début du XXe siècle, une composante d'un système de relations internationales dans lequel l'Iran occupait une position subordonnée. Changer ce nom était donc, dans l'esprit des nationalistes iraniens, un acte de revendication de souveraineté qui dépassait largement la simple question toponymique. Reza Shah Pahlavi est arrivé au pouvoir dans un Iran profondément fragile. Les structures de l'État de Qajar étaient désintégrées. Les finances publiques étaient quasi inexistantes. L'armée centrale était incapable d'imposer l'autorité du gouvernement sur une grande partie du territoire, où des chefs tribaux et des gouverneurs locaux exerçaient une autorité de facto indépendante. Les concessions accordées aux puissances étrangères, notamment la concession pétrolière accordée à l'Anglo-Persian Oil Company, limiter sévèrement la capacité du gouvernement iranien à contrôler ses propres ressources naturelles. C'est dans ce contexte de faiblesse structurelle que Reza Shah a conçu et mis en œuvre un programme de transformation de l'État iranien dont l'ambition et la brutalité ont peu d'équivalent dans l'histoire du Moyen-Orient de l'époque. Le modèle auquel Reza Shah se référait était celui de la Turquie kémaliste. Mustafa Kemal Atatürk avait montré qu'un dirigeant autoritaire déterminé pouvait transformer une société traditionnelle en État moderne en imposant de force des réformes institutionnelles, culturelles et sociales profondes. La laïcisation de l'État, la réforme du droit, la modernisation de l'armée, le développement des infrastructures, la réforme de l'alphabet et des vêtements, toutes ces mesures avaient transformé la Turquie ottomane en une république turque résolument orientée vers la modernité occidentale. Reza Shah cherchait à reproduire ce modèle en Iran avec des adaptations tenant compte des spécificités iraniennes. La première priorité de Reza Shah a été la consolidation militaire et administrative. Entre 1921 et 1926, il a systématiquement démantelé les pouvoirs locaux, soumis les chefs tribaux et reconstruit une armée nationale centralisée. Cette centralisation forcée a souvent impliqué des violences considérables, des rébellions tribales ont été réprimées par la force, des populations nomades ont été contraintes à la sédentarisation, des chefs locaux indépendants ont été arrêtés ou éliminés. Mais elle a produit le résultat que Reza Shah cherchait, un État central disposant d'une capacité coercitive effective sur l'ensemble du territoire. La modernisation économique constituait le deuxième pilier du programme. Reza Shah a lancé un programme ambitieux de construction d'infrastructures. Routes, chemins de fer, écoles, hôpitaux, bâtiments administratifs. La réalisation la plus spectaculaire de cette période est le chemin de fer transiranien, qui reliait la mer Caspienne au golfe Persique à travers les montagnes de l'Elbrouz et du Zagros. Ce projet pharaonique, entièrement financé par des taxes internes sans recours à des emprunts étrangers, représentait à la fois un accomplissement technique remarquable et une démonstration symbolique de la capacité de l'État iranien à réaliser de grandes œuvres par ses propres moyens. La réforme judiciaire et administrative a constitué le troisième axe du programme. Reza Shah a introduit un code civil laïque inspiré du droit français, remplaçant progressivement les tribunaux religieux islamiques dans les domaines civils. Il a réorganisé l'administration en ministères dotés de fonctionnaires recrutés sur des bases méritocratiques plutôt que sur des réseaux familiaux ou tribaux. Il a développé l'enseignement public,
fondé l'université de Téhéran en 1934 et encouragé l'envoi d'étudiants iraniens dans des universités européennes pour acquérir des compétences techniques modernes. La dimension culturelle et identitaire du programme de Reza Shah est la plus pertinente pour notre analyse. Contrairement à la réforme kémaliste turque qui avait rompu explicitement avec le passé ottoman et islamique pour se réclamer d'une identité turque nouvelle, Reza Shah a opté pour une stratégie différente. Il a cherché à construire l'identité nationale iranienne sur deux piliers complémentaires. D'un côté, la grandeur de la civilisation iranienne pré-islamique, l'héritage achéménide et sassanide, et de l'autre, la modernité technique et institutionnelle de l'Occident contemporain. Cette synthèse permettait de revendiquer simultanément une profondeur historique exceptionnelle et une orientation résolument moderne. C'est dans ce cadre que la question du nom du pays acquiert une signification particulière. Promouvoir le terme Arka, Iran, au détriment de Perse, n'était pas seulement un geste de fierté nationale ou une correction linguistique. C'était une affirmation de la continuité entre la civilisation iranienne pré-islamique, dont le terme Iran portait l'héritage, et l'État moderne que Reza Shah cherchait à construire. Le terme perse, d'origine grecque et romain, renvoyait à une perspective extérieure, coloniale dans un sens large, qui ne correspondait pas à la vision que les nationalistes iraniens avaient de leur propre histoire. Le terme Iran, en revanche, exprimait une continuité interne, une identité propre que le pays avait toujours revendiquée pour lui-même. La politique culturelle de Reza Shah a également comporté une dimension d'épuration linguistique. Des efforts ont été faits pour purifier la langue persane des emprunts arabes et turcs, en les remplaçant par des termes d'origine iranienne ancienne ou par des néologismes construits à partir de racines persanes. Cette politique de purification linguistique avait des parallèles en Turquie kémaliste et dans d'autres nationalismes européens de l'époque, mais elle prenait en Iran une signification supplémentaire. Elle contribuait à distinguer culturellement l'Iran des pays arabophones voisins et à affirmer la spécificité de la civilisation persane dans le cadre du monde islamique. La relation de Reza Shah avec les autorités religieuses chiites était tendue et ambivalente. D'un côté, il avait besoin du soutien, ou au moins de la neutralité du clergé pour mener à bien ses réformes. De l'autre, son programme de laïcisation réduisait progressivement le domaine d'autorité des institutions religieuses. Les réformes vestimentaires qui obligeaient les hommes à porter des chapeaux à bord, interdisant ainsi le turban traditionnel, et celles qui supprimaient le voile obligatoire pour les femmes représentaient des provocations directes aux sensibilités religieuses. Ces tensions allaient laisser des traces durables dans les relations entre l'État et le clergé chiite, créant les conditions d'une confrontation qui n'allait éclater que des décennies plus tard. Ce que le projet de modernisation de Reza Shah révèle, c'est que la demande de changement de nom de 1935 n'était pas un acte isolé, mais l'expression d'une vision cohérente de ce que devait être l'identité nationale iranienne, ancienne dans ses racines pré-islamiques, moderne dans ses institutions et ses pratiques, et indépendante dans sa relation au monde extérieur. Cette vision était à la fois sincèrement nationaliste et profondément autoritaire. Elle ne tolérait pas les expressions alternatives de l'identité iranienne, qu'elles soient régionales, ethniques ou religieuses. Le 21 mars 1935, le gouvernement iranien a adressé une circulaire à l'ensemble des ambassades et légations étrangères accréditées à Téhéran, leur demandant d'utiliser désormais le nom Irq, Iran, plutôt que Perse dans leur correspondance officielle. Cette date n'était pas choisie au hasard. Elle coïncidait avec Nowruz, le nouvel an iranien, célébré à l'équinoxe de printemps selon une tradition qui remonte à plusieurs millénaires. Choisir cette date pour annoncer le changement de nom conférait à l'acte une dimension symbolique supplémentaire, l'inscrivant dans la continuité des traditions les plus anciennes de la civilisation iranienne. La version officielle de cet événement, telle qu'elle a été communiquée à l'époque et répétée dans de nombreux récits historiques ultérieurs, est relativement simple. Le gouvernement iranien souhaitait que le nom utilisé par les étrangers pour désigner le pays corresponde au nom que les Iraniens utilisaient eux-mêmes depuis des millénaires. Il s'agissait d'une correction d'une anomalie historique,
d'un alignement entre la désignation externe et la désignation interne. Cette explication avait l'avantage d'être à la fois vraie, la divergence existait effectivement depuis des siècles, et politiquement neutre, évitant de soulever des questions sur les motivations idéologiques plus complexes qui pouvaient également être à l'œuvre. Cette version officielle a été largement acceptée par la communauté internationale. La plupart des pays ont progressivement adopté le nouveau terme sans résistance notable. Les organisations internationales ont mis à jour leurs désignations, les cartographes ont revu leurs cartes. Le processus de transition a été relativement ordonné, même si certains pays ont maintenu l'usage de perse pendant plusieurs années après la circulaire officielle. En France, par exemple, l'usage de perse a persisté dans certains contextes académiques et culturels bien au-delà de 1935, reflétant la profondeur de l'enracinement du terme dans la tradition intellectuelle française. Mais derrière cette version officielle simple et rassurante, les historiens ont identifié plusieurs dimensions plus complexes du changement de nom qui méritent d'être examinées. La première concerne la chronologie. Pourquoi 1935 précisément ? L'Empire safavide n'avait pas demandé ce changement. La révolution constitutionnelle n'avait pas soulevé cette question de manière formelle. Les premières années du règne de Reza Shah n'avaient pas non plus produit de démarche officielle dans ce sens. Qu'est-ce qui avait rendu ce changement urgent ou opportun en 1935 spécifiquement ? Plusieurs facteurs contextuels méritent considération. En 1935, Reza Shah avait renforcé son pouvoir de manière suffisamment solide pour pouvoir se permettre des gestes symboliques forts sans craindre de déstabiliser son régime. Les réformes institutionnelles les plus importantes, centralisation militaire, réformes juridiques, développement des infrastructures, étaient déjà engagées. L'université de Téhéran venait d'être fondée. La politique de laïcisation était en cours. Dans ce contexte, le changement de nom pouvait apparaître comme la pièce finale d'un tableau cohérent de transformation nationale. Un second facteur contextuel, plus controversé, concerne les relations de l'Iran avec l'Allemagne nazie à cette période. Dès le milieu des années 1930, l'Allemagne avait développé des liens commerciaux et politiques significatifs avec l'Iran. Des ingénieurs et des techniciens allemands participaient à plusieurs projets de construction en Iran. Les échanges commerciaux germano-iraniens s'étaient développés rapidement. Cette relation économique s'accompagnait d'une proximité idéologique entre certains cercles nationalistes iraniens et les théories raciales qui se développaient en Allemagne. C'est sur ce point que la version officielle du changement de nom devient la plus contestée. L'idéologie nationale-socialiste allemande accordait une importance considérable à la notion d'Arien comme race supérieure. Dans le cadre de cette idéologie, les Iraniens étaient classifiés comme Ariens authentiques, descendants directs des peuples indo-européens qui avaient apporté la civilisation en Europe. Cette classification était elle-même fondée sur des travaux de linguistique et d'archéologie du XIXe siècle qui avaient identifié des connexions entre les langues indo-iraniennes et les langues indo-européennes. Ces travaux académiques avaient été légitimes dans leur contexte original, mais ils furent récupérés et déformés par l'idéologie nazie pour construire une hiérarchie raciale aux implications politiques et criminelles. Plusieurs historiens ont soutenu que l'impulsion immédiate pour le changement de nom en 1935 provenait d'une suggestion faite par l'ambassade d'Allemagne à Téhéran, ou du moins d'individus iraniens proches des milieux nationalistes qui avaient été influencés par les théories raciales aryennes. Selon cette interprétation, le terme « Iran », dérivé du même radical que « aryenne », aurait été promu précisément pour affirmer la connexion entre la nation iranienne et l'idéologie aryenne qui était en train de prendre le pouvoir en Allemagne. Cette version est soutenue par certains documents d'archives et par la chronologie des contacts germano-iraniens de l'époque. D'autres historiens contestent cette interprétation ou du moins lui accordent une importance moindre. Ils soulignent que l'étymologie de Iran et sa connexion avec la notion d'Aryenne étaient bien documentées dans les travaux académiques iraniens et européens bien avant la montée du nazisme, et que les nationalistes iraniens pouvaient donc se référer à cette étymologie indépendamment de l'idéologie nazie. Ils insistent également sur la continuité de l'usage du terme Aran dans les sources iraniennes internes,
qui suggère que la décision de 1935 était l'aboutissement d'une évolution longue plutôt que le produit d'une influence étrangère spécifique. Ce débat historiographique est important car il soulève une question de fond sur la nature du nationalisme iranien des années 1930. Dans quelle mesure ce nationalisme était-il un phénomène authentiquement iranien, enraciné dans des traditions intellectuelles locales longues, et dans quelle mesure était-il contaminé par des idéologies raciales importées d'Europe qui lui conféraient une coloration particulièrement problématique? La réponse est probablement que les deux dimensions coexistaient, que des motivations iraniennes légitimes et des influences idéologiques étrangères inquiétantes s'alimentaient mutuellement dans le contexte politique des années 1930. Ce qui est certain, c'est que la décision de 1935 a été prise dans un contexte de montée des nationalismes à travers l'ensemble du monde, et que ces motivations ne peuvent être réduites à une seule cause. Elle était à la fois l'expression d'une revendication identitaire légitime et ancienne, le produit d'un programme politique nationaliste autoritaire, et le reflet partiel d'influences idéologiques contemporaines dont certaines étaient profondément problématiques. Cette complexité de la décision est précisément ce qui rend son analyse historique si instructive pour comprendre les dynamiques du nationalisme et de la construction identitaire dans le monde du XXe siècle. Pour évaluer rigoureusement la question de l'influence de l'idéologie aryenne sur le changement de nom iranien de 1935, il était nécessaire de distinguer deux phénomènes distincts qui ont souvent été confondus dans les discussions sur ce sujet. Le premier est l'existence d'une tradition académique européenne du XIXe siècle qui avait établi des connexions linguistiques et historiques entre les peuples iraniens et les langues indo-européennes. Le second est la récupération politique de cette tradition académique par l'idéologie nationale-socialiste allemande pour construire une théorie raciale à des fins politiques. Ces deux phénomènes sont liés mais distincts, et leur distinction est indispensable pour comprendre la nature de l'influence étrangère sur le nationalisme iranien des années 1930. La tradition académique en question remonte aux travaux de linguistes européens du début du XIXe siècle, notamment Friedrich Schlegel et Franz Bopp, qui ont identifié des connexions systématiques entre le sanskrit, le vieux perse, le grec, le latin et les langues germaniques. Ces travaux ont fondé la notion de famille de langues indo-européennes désignée à l'époque sous le terme de langue indo-germanique ou ariennes. Le terme aryenne, dérivé du sanskrit arya, et de son équivalent avestique, aeria, était utilisé dans ce contexte comme désignation linguistique neutre pour désigner les locuteurs de cette famille de langues. Ces travaux académiques étaient légitimes dans leur domaine. La démonstration de la parenté des langues indo-européennes constitue l'une des contributions les plus importantes de la philologie comparative du XIXe siècle. Mais dès les années 1850 et 1860, une déviation s'est produite. Certains auteurs ont commencé à transformer cette catégorie linguistique en catégorie raciale ou civilisationnelle, suggérant que les peuples qui parlaient des langues aryennes formaient non seulement une famille linguistique, mais une race biologique dotée de caractéristiques morales et intellectuelles particulières. Arthur de Gobineau, auteur d'un essai sur l'inégalité des races humaines publié entre 1853 et 1855, est l'un des représentants les plus connus de cette déviation. Fait significatif pour notre analyse, Gobineau avait été en poste diplomatique en Iran et avait développé une vision romantique de la grandeur aryenne iranienne. L'idéologie nazie a radicalisé et systématisé cette déviation raciale dans une direction spécifiquement européenne et nordique, affirmant que les Aryens purs étaient les peuples germaniques d'Europe du Nord. Dans ce cadre, les Iraniens pouvaient être reconnus comme ayant des origines aryennes authentiques, ce que l'étymologie du mot Iran semblait confirmer, sans pour autant être placé au sommet de la hiérarchie raciale nazie. La relation entre le régime nazi et l'Iran était donc pragmatique. L'Allemagne avait intérêt à cultiver des relations avec l'Iran pour des raisons économiques et géopolitiques, et la flatterie de l'arienté iranienne servait cette politique. Mais elle n'impliquait pas que l'idéologie nazie traitait réellement les Iraniens comme des égaux raciaux dans le cadre de sa propre hiérarchie. Du côté iranien, la réception de cette idéologie aryenne était complexe et différenciée.
Certains intellectuels et officiels iraniens des années 1930 ont effectivement adopté avec enthousiasme la notion d'arianté iranienne, y voyant une manière de situer l'Iran dans une hiérarchie civilisationnelle qui reconnaissait la profondeur et la grandeur de l'héritage culturel iranien. Pour ces individus, la parenté avec les peuples européens, perçus comme modèle de développement à l'époque, constituait un argument en faveur de la capacité de l'Iran à se moderniser et à occuper une place respectée parmi les nations civilisées. L'échange diplomatique et économique avec l'Allemagne nazie a créé des vecteurs concrets de transmission de ces idées. Des étudiants iraniens qui effectuaient leurs études en Allemagne dans les années 1930 ont été exposés directement à l'idéologie aryenne dans sa version nazie. Des publications et des textes de propagande allemands circulaient en Iran. Des délégations culturelles germano-iraniennes ont contribué à diffuser une image de l'Iran comme pays arien authentique. Certaines de ces interactions ont laissé des traces documentaires que les historiens ont exploitées pour établir l'existence de connexions entre la propagande aryenne nazie et les milieux nationalistes iraniens de l'époque. Cependant, une lecture plus attentive de ces sources révèle des limites importantes à l'interprétation qui ferait du changement de nom de 1935 un acte directement inspiré par l'idéologie nazie. D'abord, les documents iraniens internes qui discutent du changement de nom, les délibérations ministérielles, les correspondances officielles, font référence à la continuité historique du terme Iran dans les sources iraniennes traditionnelles plutôt qu'à des théories raciales aryennes. La justification officielle était historique et linguistique plutôt que raciale. Ensuite, Reza Shah lui-même était un pragmatique politique plutôt qu'un idéologue. Ses décisions étaient guidées par des calculs de pouvoir plutôt que par des convictions idéologiques pures. S'il a entretenu des relations avec l'Allemagne nazie, c'était essentiellement pour des raisons économiques et pour contrebalancer l'influence britannique et russe, non par adhésion profonde à l'idéologie nazie. Il faut également noter que l'utilisation politique de l'héritage arien pré-islamique ne commençait pas avec le nazisme en ce qui concerne l'Iran. Des intellectuels iraniens du XIXe siècle avaient déjà commencé à développer une vision de l'histoire iranienne qui valorisait la période pré-islamique comme âge d'or civilisationnel. Cette tendance était antérieure au contact significatif avec l'Allemagne et s'inscrivait dans une dynamique intellectuelle proprement iranienne, même si elle utilisait des catégories conceptuelles empruntées à la philologie européenne. Ce que les archives révèlent, c'est une situation dans laquelle plusieurs flux intellectuels et politiques convergent vers un même résultat, le changement de nom, sans qu'aucun d'entre eux soit entièrement déterminant. La tradition nationaliste iranienne interne, les contacts avec l'Allemagne nazie, la pression pour une modernisation de l'image internationale de l'Iran et la logique politique de Reza Shah se sont tous combinés dans des proportions que nous ne pouvons pas exactement mesurer pour produire la décision de mars 1935. Ce qui rend cette question historiquement sensible, c'est que la contamination partielle du changement de nom par l'idéologie aryenne nazie a fourni un argument aux détracteurs du régime Pahlavi dans les décennies suivantes. Pour les militants islamistes qui allaient contester ce régime, la référence à l'arianté et à l'Iran pré-islamique représentait un paganisme nationaliste incompatible avec les valeurs islamiques. Cette critique a alimenté une rhétorique politique dont les conséquences allaient se manifester avec force lors de la révolution de 1979. L'histoire du changement de nom de 1935 ne peut donc pas être séparée de l'histoire de la réaction islamiste qui allait remettre en cause toute la vision nationaliste aryenne de l'identité iranienne plusieurs décennies plus tard. La réception internationale de la demande iranienne de changement de nom présentait une cartographie géographique et culturelle complexe. Les réponses variaient considérablement selon les pays, selon leurs traditions diplomatiques, leurs relations avec l'Iran et la profondeur avec laquelle le terme perse était enraciné dans leurs pratiques intellectuelles et administratives. Une analyse de ces réponses différenciées permet de comprendre non seulement les résistances pratiques au changement de nom, mais aussi les systèmes de représentation culturelle et géopolitique que ce terme mobilisait dans différents contextes nationaux. Les pays européens dont les langues avaient développé les formes les plus profondément enracinées du terme, le français perse, l'anglais persia, l'allemand persien, l'italien persia, ont réagi de manière différente. En Grande-Bretagne,
La transition a été relativement rapide dans les communications officielles, mais beaucoup plus lente dans les usages culturels et académiques. Le Foreign Office a adopté le nouveau terme dans ses correspondances diplomatiques dans un délai raisonnable suivant la circulaire iranienne. Mais la presse britannique, les manuels scolaires, les institutions académiques comme les universités d'Oxford et de Cambridge ont continué d'utiliser perse pendant des années, voire des décennies après 1935. La British Academy, les sociétés d'études orientales et les musées britanniques ont maintenu une terminologie traditionnelle dans leurs publications scientifiques. Cette résistance académique britannique n'était pas simplement de la inertie. Elle reflétait une conviction sincère défendue par certains orientalistes de l'époque, que le changement de nom risquait de créer des confusions dans les études historiques et philologiques. Comment désigner dans les textes académiques la Perse de Cyrus le Grand ou la Perse des Sassanides si le terme perse disparaissait au profit de Iran? La distinction entre perse, comme désignation historique d'une région ou d'une période spécifique, et Iran comme désignation du pays contemporain, pouvait permettre de préserver une clarté analytique que le changement de terme menaçait de brouiller. Cet argument était défendable sur le plan académique, même si son usage systématique pouvait aussi dissimuler une résistance politique plus diffuse à l'idée d'ajuster les pratiques occidentales aux revendications d'un État non occidental. En France, la résistance culturelle au changement de nom a été particulièrement marquée. La tradition française d'études orientales avait produit au XIXe siècle des travaux monumentaux sur la Perse, des traductions de textes classiques persans, des études archéologiques, des récits de voyages, dont la désignation se trouvait désormais remise en question. Des institutions comme la Société asiatique de Paris ou l'École des langues orientales, aujourd'hui l'INALCO, avaient construit leurs collections et leurs traditions académiques autour du terme perse. Le terme perse était également utilisé pour désigner la langue elle-même, créant une confusion supplémentaire. Si le pays s'appelait Iran, fallait-il dire que ses habitants parlaient persan ou iranien? Cette question linguistique, quelle désignation utiliser pour la langue, illustre une complication pratique réelle que le changement de nom politique ne résolvait pas automatiquement. En anglais et en français, la solution adoptée progressivement a consisté à distinguer Iran comme nom du pays et persan ou persian comme smar comme nom de la langue. Cette distinction a finalement prévalu dans la plupart des contextes académiques et linguistiques, mais elle a pris du temps à s'établir et a produit une période de confusion terminologique. En Allemagne, la situation présentait une dimension supplémentaire liée aux relations politiques germano-iraniennes de l'époque. Le gouvernement nazi avait des raisons politiques d'adopter rapidement le nouveau terme. Reconnaître l'Iran comme pays arien par excellence s'inscrivait dans la logique de la propagande nazie sur l'arianté et renforçait les liens politiques et économiques que Berlin cherchait à développer avec Téhéran. La transition vers le terme Iran dans les communications officielles allemandes a donc été relativement rapide. Les publications officielles et les documents de propagande nazie utilisaient Iran et Iranisch dans un registre qui associait explicitement ce terme à la notion d'arianté. Dans le monde arabe, la réaction au changement de nom a eu une coloration différente. Les pays arabophones avaient leurs propres termes pour désigner l'Iran, notamment Farsi pour la langue et des désignations dérivées du nom de la province du Fars pour le pays. La dynamique arabo-iranienne, marquée par des siècles de relations complexes mêlant influences culturelles, tensions politiques et divergences religieuses, conférait au changement de nom une dimension géopolitique spécifique. La promotion du terme Iran et de l'identité aryenne iranienne pouvait être lue, dans ce contexte, comme une affirmation de la distinction entre l'identité iranienne et l'identité arabe, une manière de souligner que l'Iran n'était pas un pays arabe malgré son appartenance au monde islamique. En Union soviétique, la question était traitée dans le cadre des relations diplomatiques soviéto-iraniennes qui étaient elles-mêmes marquées par la mémoire des interventions russes en Iran au XIXe siècle et au début du XXe.
L'URSS a adopté le nouveau terme dans ses communications officielles, mais la question de la dénomination s'inscrivait dans un contexte politique plus large marqué par des tensions sur la présence soviétique en Iran et les ambitions expansionnistes que Moscou pouvait nourrir à l'égard de l'Azerbaïdjan iranien, dont la population turcophone partageait des affinités culturelles avec la République soviétique d'Azerbaïdjan. Ce qui frappe dans l'ensemble de ces réactions, c'est que le changement de nom, présenté par le gouvernement iranien comme une simple correction d'une anomalie historique, révélait en réalité la profondeur des systèmes de représentation qui structuraient les perceptions extérieures de l'Iran. Changer un nom n'était pas seulement changer un mot, c'était demander à des siècles de tradition intellectuelle, diplomatique et culturelle de se reconfigurer autour d'un nouveau référent. Cette demande, même lorsqu'elle était formulée de manière diplomatiquement correcte, impliquait une remise en question partielle de l'autorité que ces traditions s'étaient attribuées pour nommer et classer les réalités du monde non occidental. La résistance la plus durable au changement de nom n'a pas été politique, mais culturelle. Les arts, la littérature, la philologie et l'archéologie ont conservé le terme perse bien plus longtemps que les chancelleries diplomatiques. Cette résistance culturelle souligne que les noms géographiques ne sont pas simplement des étiquettes administratives, mais des composantes de systèmes de sens qui possèdent leur propre inertie et leur propre logique de reproduction. La dimension la plus souvent négligée dans les analyses du changement de nom de 1935 est sa fonction dans la politique intérieure iranienne plutôt que dans les relations internationales. La circulaire adressée aux ambassades étrangères était un acte diplomatique visible, mais sa signification la plus profonde se jouait à l'intérieur de l'Iran, dans les dynamiques de construction de l'État national et de gestion des diversités culturelles, ethniques et religieuses qui composaient la société iranienne. L'Iran de l'époque n'était pas une société homogène. Le territoire gouverné par Reza Shah abritait une diversité considérable de groupes ethniques, linguistiques et tribaux. Des persophones dans le centre et le nord-est, des Azerbaïdjanais turcophones dans le nord-ouest, des Kurdes dans l'ouest, des Arabes dans le Khouzistan, des Lors et des Bakhtiaris dans le Zagros central, des Baloutches dans le sud-est, des Turkmènes dans le nord-est. Cette diversité représentait un défi permanent pour un État qui cherchait à construire une identité nationale unificatrice et à renforcer son autorité centrale sur des régions qui avaient historiquement fonctionné avec une grande autonomie. Le programme nationaliste de Reza Shah traitait cette diversité de manière essentiellement assimilationniste. L'enseignement scolaire était dispensé en persan, l'administration centrale fonctionnait en persan. Les médias officiels utilisaient le persan, les publications en langue régionale étaient découragées, voire interdites dans certains cas. Cette politique d'homogénéisation linguistique et culturelle avait pour objectif de créer une identité nationale unifiée, mais elle produisait également des tensions avec les populations non persanophones qui voyaient dans cette politique une menace à leurs identités culturelles particulières. La promotion du terme Iran dans ce contexte domestique avait une signification spécifique. Le terme Iran pouvait potentiellement fonctionner comme une désignation inclusive, englobant toutes les populations du territoire indépendamment de leur langue ou de leur ethnicité particulière. Un Azerbaïdjanais turcophone pouvait être iranien, sans cesser d'être azerbaïdjanais. Un Kurde pouvait être iranien sans cesser d'être kurde. En théorie, le terme Iran offrait un cadre identitaire supérieur qui n'invalidait pas les identités régionales et ethniques particulières. Mais la pratique du régime de Reza Shah racontait une histoire différente. En réalité, le nationalisme iranien tel qu'il était promu par l'État associait étroitement l'iranité à la culture persane, à la langue persane et à l'héritage pré-islamique iranien, un héritage qui était lui-même principalement associé à la tradition littéraire et culturelle persane. Cette association implicite entre Iraniens et Persans dans la politique culturelle du régime créait une tension fondamentale avec la réalité multi-ethnique du pays. Les populations non persanophones étaient invitées à s'iraniser, ce qui signifiait en pratique s'arabiser, s'assimiler à la culture et à la langue persane. La politique de sédentarisation forcée des tribus nomades menée avec une brutalité considérable dans les années 1920 et 1930, illustre cette tension. Pour Reza Shah, le nomadisme représentait un obstacle à la modernisation
et à la centralisation étatique. Les tribus nomades, Qashqai, Bakhtiaris, Chassévans et autres, maintenaient des structures d'autorité alternatives à celles de l'État central et possédaient des identités culturelles fortement distinctives. Les forcer à se sédentariser n'était pas seulement une mesure de contrôle administratif. C'était aussi une tentative de les arracher à leur structure culturelle particulière pour les intégrer dans la culture nationale iranisée que le régime cherchait à construire. La politique envers le clergé chiite révèle une autre dimension de cette tension intérieure. Reza Shah cherchait à réduire l'influence politique des religieux sans remettre en cause ouvertement l'islam comme religion. Il exigeait que les clercs portent des tenues vestimentaires distinctives qui les identifiaient clairement comme appartenant à une catégorie professionnelle spécifique, réduisant ainsi leur capacité à se mêler anonymement à la population générale. Il développait un système éducatif laïque qui concurrençait les établissements d'enseignement religieux traditionnels. Il promouvait un cadre légal civil qui réduisait la juridiction des tribunaux islamiques. Dans ce contexte, la promotion de l'identité iranienne pré-islamique à travers des gestes symboliques comme le changement de nom avait une fonction politique intérieure précise. Elle offrait un cadre de légitimité historique qui ne dépendait pas de la référence islamique. Si la grandeur de l'Iran était fondée sur sa civilisation pré-islamique, les Achéménides, les Sassanides, alors cette grandeur précédait l'islam et ne lui devait rien. Cette rhétorique permettait à Reza Shah de construire une légitimité nationale qui contournait partiellement l'autorité religieuse islamique et son contrôle sur la définition de l'identité collective. Les opposants politiques de Reza Shah à l'intérieur du pays percevaient cette utilisation du nationalisme pré-islamique avec méfiance. Pour les islamistes, la glorification de l'Iran pré-islamique représentait une forme de paganisme ou au moins une déviation dangereuse de la priorité islamique. Pour les marxistes et les libéraux, le nationalisme de Reza Shah masquait un autoritarisme qui écrasait toutes les formes d'opposition politique au nom de l'unité nationale. Pour les représentants des minorités ethniques, il représentait un impérialisme culturel persan déguisé en programme de modernisation nationale. Ce faisceau de tensions intérieures autour de la question de l'identité nationale iranienne montre que le changement de nom de 1935 était loin d'être un acte neutre de correction terminologique. Il était une prise de position dans des débats profondément divisés sur ce qu'était l'Iran, ce qu'il avait été et ce qu'il devait devenir. Ces débats n'étaient pas résolus par le changement de nom. Ils étaient temporairement recouverts par l'autorité coercitive d'un régime autoritaire, mais ils allaient ressurgir avec une force considérable dans les décennies suivantes jusqu'à l'explosion révolutionnaire de 1979. Ce que l'analyse de la politique intérieure révèle, c'est que les questions d'identité nationale ne peuvent jamais être réduites à de simples actes administratifs. Elles renvoient à des luttes de pouvoir fondamentales sur le droit à définir la communauté politique, à déterminer qui en fait partie et qui en est exclu, à fixer les hiérarchies culturelles et symboliques qui structurent la vie collective. En ce sens, l'histoire du changement de nom iranien est une histoire universelle, transposable à d'autres contextes nationaux où des États ont cherché à imposer des définitions autoritaires de l'identité collective sur des sociétés profondément plurielles. La révolution islamique de 1979 représente la transformation la plus radicale de l'Iran au XXe siècle, surpassant en profondeur même les réformes de Reza Shah. En quelques mois, le régime pahlavi s'est effondré, le Shah Mohammad Reza, fils de Reza Shah, a pris le chemin de l'exil et l'ayatollah Khomeini est revenu d'un exil de 15 ans pour diriger un processus révolutionnaire qui allait aboutir à l'établissement de la République islamique. Cette transformation politique avait des implications directes et profondes sur la question de l'identité nationale iranienne et sur les significations associées au terme Iran lui-même. La révolution de 1979 ne peut être comprise comme un mouvement purement islamiste. Sa composition sociale et idéologique était beaucoup plus diverse. Des libéraux constitutionnalistes, des socialistes laïcs, des marxistes, des nationalistes, des commerçants du bazar traditionnellement religieux, des étudiants et des masses de travailleurs urbains et ruraux avaient tous contribué à renverser le régime pahlavi. Ce front révolutionnaire hétéroclite
s'était unie principalement dans l'opposition au régime autoritaire du Shah, à sa répression politique, à sa politique économique inégalitaire et à ce qui était perçu comme une dépendance excessive à l'égard des États-Unis. Mais dans les mois qui ont suivi la révolution, Khomeini et le courant islamiste qu'il représentait ont progressivement marginalisé ou éliminé les autres courants révolutionnaires, s'emparant du contrôle des institutions politiques, militaires et judiciaires. L'établissement de la République islamique avec sa doctrine de Wilayat al-Faqih, la tutelle du juriste islamique, comme principe constitutionnel fondamental, représentait non seulement un changement de régime, mais une transformation radicale du fondement de la légitimité politique. Là où le régime Pahlavi avait fondé sa légitimité sur la continuité de la monarchie iranienne et sur la grandeur de la civilisation iranienne pré-islamique, la République islamique fondait la sienne sur la loi divine islamique et sur l'autorité du clerc compétent pour l'interpréter. Cette transformation du fondement de la légitimité politique avait des conséquences directes sur la représentation de l'identité nationale. Le régime Pahlavi avait construit une vision de l'identité iranienne centrée sur la grandeur pré-islamique. Les Achéménides, les Sassanides, le Shahnameh de Ferdowsi, les vestiges de Persépolis et de Pasargad. La célébration du 2500e anniversaire de l'Empire perse en 1971, organisée avec un faste excessif par Mohammad Reza Shah, représentait l'expression la plus spectaculaire de cette vision. Pour les révolutionnaires islamistes, cet événement incarnait précisément ce qu'ils combattaient. Un régime qui glorifiait un passé pré-islamique au détriment des valeurs islamiques et qui dépensait des sommes considérables pour impressionner des dignitaires étrangers pendant que la population souffrait. Pour Khomeini et ses partisans, le problème du régime Pahlavi n'était pas seulement sa brutalité politique ou ses inégalités économiques. C'était sa conception fondamentalement erronée de l'identité iranienne. En plaçant la grandeur pré-islamique au cœur de l'identité nationale, le régime traçait une ligne de continuité qui sautait par-dessus 14 siècles d'histoire islamique. Les siècles que Khomeini et ses partisans considéraient comme les plus importants de l'histoire iranienne. Dans cette perspective, la promotion de l'identité aryenne et pré-islamique par le régime Pahlavi n'était pas simplement une erreur historiographique, c'était une trahison des valeurs fondamentales de la société iranienne, dont la religiosité islamique chiite constituait le cœur depuis les Safavides. La République islamique n'a pas changé le nom du pays, l'Iran est resté l'Iran. Mais la signification associée à ce terme a été profondément transformée. Dans le discours officiel de la République islamique, Iran et islamique sont présentés comme des attributs complémentaires plutôt que comme des identités potentiellement concurrentes. L'argument est que l'Iran n'a pas été conquis par l'islam, mais qu'il a librement accepté l'islam parce que cette religion correspondait à ses aspirations spirituelles les plus profondes. Cette vision cherche à réconcilier l'identité iranienne et l'identité islamique, là où certains nationalistes laïcs les avaient présentés comme potentiellement antagonistes. Cette réconciliation officielle ne signifie pas que la tension a disparu. Dans les faits, la politique culturelle de la République islamique a cherché à minimiser, sans les effacer complètement, les références à l'Iran pré-islamique. Les vestiges archéologiques de Persépolis et de Pasargad ont été maintenus comme sites touristiques, mais leur glorification systématique dans le discours officiel a été réduite. Le calendrier officiel a été modifié pour donner une plus grande visibilité aux événements islamiques. Les noms des rues et des places publiques ont été changés pour remplacer des références à des personnalités royales ou à des héros de l'épopée pré-islamique par des noms de martyrs de la Révolution ou de personnalités islamiques. Cependant, l'identité iranienne a démontré une résistance remarquable à cette réorientation idéologique. La fête de Nowrouz, l'équinoxe de printemps d'origine zoroastrienne pré-islamique, n'a jamais pu être supprimée malgré les réticences initiales de certains religieux. Elle demeure la fête la plus importante du calendrier social iranien, célébrée avec enthousiasme par une grande partie de la population. Le Chahar-Shanbeh sourit, la fête du feu qui précède Nowrouz, est également restée vivace. Ferdowsi et le Shahnameh continuent d'occuper une place centrale dans l'éducation iranienne. Ces persistances culturelles illustrent que l'identité iranienne pré-islamique ne peut être effacée par un acte politique ou idéologique, aussi autoritaire soit-il.
La guerre Iran-Irak de 1980 à 1988 a produit une complexité supplémentaire dans la question identitaire. Ce conflit a été présenté par la propagande iranienne comme une guerre défensive contre une agression, une sorte de répétition des grandes batailles de l'histoire islamique. Mais il a également mobilisé un sentiment national iranien qui ne pouvait pas être entièrement réduit au cadre islamique. La défense du territoire iranien contre une invasion étrangère faisait écho à des thèmes que l'on retrouve dans le Shahnameh aussi bien que dans les textes islamiques. Cette superposition de références nationales et islamiques dans la rhétorique de la guerre illustre la complexité de l'identité iranienne telle qu'elle s'exprime concrètement dans des situations de crise. Ce que la révolution de 1979 et ses suites révèlent, c'est que le terme Iran ne porte pas une signification fixe, mais une signification contestée, reconstruite à chaque génération en fonction des rapports de force politiques et des besoins idéologiques du moment. La question de ce qu'est l'Iran, nation pré-islamique aryenne, État islamique chiite, ou quelque chose de plus complexe qui ne peut être réduit à aucune de ces catégories, reste ouverte dans le débat public iranien, à l'intérieur du pays et dans la diaspora iranienne à l'étranger. L'Iran contemporain présente une configuration identitaire d'une complexité exceptionnelle qui ne peut être réduite ni à la vision nationaliste pré-islamique promue par le régime Pahlavi, ni à la vision islamique promue par la République islamique. La société iranienne du XXIe siècle est traversée par des tensions profondes entre plusieurs conceptions de ce qu'est et de ce que devrait être l'identité iranienne. Ces tensions ne sont pas uniquement politiques, elles s'expriment dans des pratiques culturelles quotidiennes, dans les choix artistiques et littéraires, dans les débats sur l'éducation et la mémoire historique, et dans les dynamiques de la diaspora iranienne à l'étranger. La question démographique est un point de départ utile. L'Iran compte aujourd'hui une population d'environ 85 millions d'habitants dont la composition ethnique est diverse. Les persophones constituent le groupe le plus important, mais ne représentent pas la totalité de la population. Les Azerbaïdjanais turcophones du nord-ouest constituent le second groupe ethnique par importance. Les Kurdes, les Arabes du Khouzistan, les Baloutches du Sistan, les Lors, les Turkmènes et d'autres groupes complètent ce tableau de diversité. Cette réalité démographique pose de manière concrète la question de savoir quelle est la relation entre l'identité iranienne et les identités ethniques ou régionales particulières. Pour les Azerbaïdjanais iraniens, plusieurs millions de personnes qui constituent peut-être le quart de la population totale, la question identitaire est particulièrement complexe. Ils partagent avec les Azerbaïdjanais de la République d'Azerbaïdjan une langue et des traditions culturelles, mais leur histoire s'est développée à l'intérieur du cadre politique iranien pendant des siècles, avec des contributions majeures à la culture et à la politique iranienne. Les Azerbaïdjanais ont fourni certains des leaders les plus importants du mouvement constitutionnel du début du XXe siècle. Ils ont également été au premier rang de la révolution de 1979. Leur identité est à la fois azerbaïdjanaise et iranienne, et la gestion de cette double appartenance dans le contexte politique de la République islamique reste une question sensible. La diaspora iranienne, qui compte plusieurs millions de personnes, réparties principalement en Amérique du Nord, en Europe occidentale et dans les pays du Golfe, représente un laboratoire particulièrement intéressant pour l'observation de l'identité iranienne contemporaine. Coupée du pays depuis la révolution de 1979, confrontée à des cultures d'accueil diverses, la diaspora a développé des formes d'identité iranienne qui divergent parfois considérablement de celles qui s'expriment à l'intérieur du pays. Une tendance notable dans certains segments de la diaspora est la réaffirmation enthousiaste d'une identité iranienne pré-islamique, parfois accompagnée d'une distance critique à l'égard de l'islam ou de ses institutions. Cette tendance peut être interprétée comme une réaction à la politisation de l'islam par le régime de la République islamique, comme un rejet du cadre idéologique du régime qui a contraint cette diaspora à l'exil. La culture populaire iranienne constitue un autre terrain d'observation des tensions identitaires contemporaines. La musique, le cinéma, la littérature et les arts visuels iraniens produisent depuis plusieurs décennies des œuvres qui naviguent
entre les contraintes idéologiques du régime et les aspirations d'une société civile diverse et souvent résistante à l'uniformisation idéologique. Le cinéma iranien en particulier a acquis une reconnaissance internationale remarquable précisément parce qu'il a su exprimer des réalités humaines complexes dans le cadre de contraintes politiques et culturelles très strictes. Des réalisateurs comme Abbas Kiarostami, Asghar Farhadi ou Jafar Panahi ont produit des œuvres qui reflètent une identité iranienne contemporaine irréductible à toute catégorie simple. La question de la langue occupe une place centrale dans les débats identitaires contemporains. Le persan ou farsi est la langue officielle de l'État, la langue de l'éducation, de l'administration et de la culture savante. Il est parlé comme langue maternelle par environ la moitié de la population et comme langue seconde par une large majorité. Mais les langues régionales, l'azerbaïdjanais, le kurde, l'arabe, le baloutchi, sont vivantes et constituent des vecteurs d'identité culturelle distinctive. La politique officielle de la République islamique à l'égard des langues régionales est formellement plus tolérante que celle du régime Pahlavi, mais dans la pratique, l'enseignement scolaire reste presque exclusivement en persan et la publication dans les langues régionales reste contrainte. Les mouvements sociaux récents en Iran, les manifestations de 2009, celles de 2019 et surtout le mouvement de 2022 déclenché par la mort de Mahsa Amini en garde à vue révèlent des tensions identitaires qui transcendent les clivages habituels. Le slogan « Femme, vie, liberté » qui a émergé lors des manifestations de 2022 exprimait des revendications qui dépassaient les catégories nationales ou religieuses traditionnelles pour affirmer des valeurs universelles d'autonomie individuelle et de dignité. Mais ce mouvement s'exprimait dans le contexte d'une identité iranienne spécifique et mobilisait des références culturelles, musicales, poétiques, historiques, qui ancraient ces revendications universelles dans un héritage culturel particulier. La question kurde illustre de manière particulièrement nette les limites du projet de réconciliation entre identité iranienne et diversité ethnique. La région kurde d'Iran, le Kurdistan iranien, a été le théâtre de conflits armés intermittents depuis la révolution de 1979, opposant des mouvements politiques kurdes qui revendiquent une autonomie culturelle et politique à un État central qui refuse toute reconnaissance de cette autonomie. Ces conflits révèlent que la promesse inclusive du terme Iran, celle d'une identité nationale capable d'englober toutes les populations du territoire sans effacer leurs particularités, n'a pas été tenue dans les faits, ni par le régime Pahlavi, ni par la République islamique. Ce que les tensions identitaires contemporaines révèlent, c'est que la question du nom Iran est loin d'être résolue dans ses dimensions les plus profondes. Le nom lui-même a été accepté par le monde entier, mais la question de ce que ce nom désigne, quelle communauté, quelle valeur, quelle conception de l'histoire, reste profondément contestée. En ce sens, l'histoire du changement de nom de 1935 est non pas une histoire achevée, mais une histoire en cours, dont les développements les plus récents se jouent dans les rues iraniennes, dans les débats de la diaspora, et dans les œuvres culturelles d'une société qui continue de chercher à définir ce qu'elle est. L'examen complet de l'histoire qui va de Perse à Iran offre une fenêtre analytique exceptionnelle sur des processus qui dépassent le cas iranien pour toucher des questions fondamentales sur la construction des États-nations modernes, sur la relation entre identité et pouvoir politique, et sur les mécanismes par lesquels les sociétés construisent et reconstruisent leur image d'elles-mêmes dans le temps. Le premier enseignement de cette histoire concerne la distinction entre deux types de dénominations géographiques, celles qui ont été imposées de l'extérieur et celles qui ont été élaborées de l'intérieur. Cette distinction, qui semble simple en théorie, s'avère extrêmement complexe dans la pratique historique. Le terme perse était une désignation externe d'origine grecque antique, transmise à travers la tradition intellectuelle et diplomatique occidentale. Le terme Iran était une désignation interne d'origine ethno-linguistique ancienne. Mais cette distinction nette se brouille rapidement lorsqu'on examine les usages concrets. Le terme perse a été utilisé pendant des siècles par des acteurs iraniens dans leur communication avec le monde extérieur, sans que cette utilisation soit perçue comme une capitulation ou une aliénation.
et le terme héritage affectif non disconnu, c'était Iran, s'il était bien d'usage interne constant, a également été chargé de nouvelles significations au XXe siècle sous l'influence d'idéologies étrangères, notamment l'idéologie aryenne. Ce brouillage de la distinction entre interne et externe illustre un phénomène général dans l'histoire de la construction identitaire. Les identités nationales ne sont jamais purement endogènes. Elles se construisent toujours dans l'interaction avec l'extérieur, en intégrant, adaptant, rejetant ou transformant des représentations venues de l'autre. Le nationalisme iranien du XXe siècle n'a pas simplement récupéré une identité préexistante et pure. Il l'a reconstruite en dialogue avec les nationalismes européens de l'époque, avec les traditions orientalistes occidentales et avec les idéologies politiques qui circulaient dans le monde des années 1920 et 1930. Le deuxième enseignement concerne la temporalité des identités nationales. L'histoire que nous avons examinée s'étend sur plus de 2 millénaires. Elle montre que des désignations identitaires peuvent survivre à des ruptures politiques, religieuses et culturelles majeures. Le terme Iran a traversé la conquête grecque, la période parthique, la transformation sassanide, la conquête arabe, les dynasties turques, les invasions mongoles, l'empire safavide et la modernisation pahlavi, tout en maintenant une continuité reconnaissable. Cette longue durée est à la fois réelle, il y a bien une continuité dans les usages du terme, Tahamon est partiellement construite. Chaque époque réinterprète cette continuité en fonction de ses propres besoins et de ses propres représentations. Le troisième enseignement touche à la relation entre les noms géographiques et les rapports de pouvoir. La question de savoir qui a le droit de nommer les réalités géographiques est une question de pouvoir. Pendant 2 millénaires, la tradition intellectuelle et diplomatique occidentale a eu le pouvoir de nommer l'Iran Perse, indépendamment de la façon dont ce pays se désignait lui-même. La demande de changement de nom de 1935 était dans ce sens une revendication de souveraineté symbolique, l'affirmation que l'Iran avait le droit de décider comment il serait nommé dans les communications internationales. Cette revendication s'inscrivait dans un contexte historique plus large de remise en cause du système colonial et semi-colonial qui avait structuré les relations entre l'Europe et le reste du monde au XIXe siècle. Mais la revendication de souveraineté symbolique à l'égard du monde extérieur s'accompagnait, dans le cas iranien, d'une pratique autoritaire à l'intérieur du pays qui niait cette même souveraineté à de nombreuses populations iraniennes. Reza Shah réclamait pour l'Iran une autonomie de dénomination à l'égard de l'Europe tout en refusant aux Kurdes, aux Azerbaïdjanais et aux autres minorités ethniques le droit de maintenir leurs propres identités culturelles dans l'espace public. Cette contradiction entre la revendication de souveraineté à l'extérieur et la pratique autoritaire à l'intérieur est caractéristique de nombreux nationalismes de l'époque et révèle les tensions structurelles inhérentes au projet de construction nationale dans des sociétés multiethniques. Le quatrième enseignement concerne le rôle de la mémoire dans la construction des identités nationales. L'histoire du passage de Perse à Iran a impliqué une sélection et une mise en valeur de certains éléments du passé au détriment d'autres. Le nationalisme pahlavi a valorisé l'héritage préislamique achéménide et sassanide, reléguant au second plan les 14 siècles d'histoire islamique. La République islamique a opéré une sélection inverse, mettant en avant l'héritage islamique et chiite tout en maintenant une distance critique à l'égard du passé préislamique. Ces deux opérations de sélection mémorielle ont été imposées par des régimes autoritaires qui ne toléraient pas les mémoires alternatives. Ce que révèle cette succession de sélections officielles, c'est que la mémoire historique est toujours un terrain de lutte politique, non un héritage neutre que l'on transmet de génération en génération. Le cinquième enseignement touche à la question de la réversibilité des changements de nom. Le monde a adopté Iran en remplacement de Perse, et cette adoption est aujourd'hui quasi universelle. Mais l'histoire montre que cette adoption n'a pas effacé les significations associées à l'ancien terme. Persponscussement, Ser continue d'exister dans le vocabulaire culturel, académique et artistique mondial, désignant un passé historique, une tradition esthétique, une langue classique. Le persan, farsi,
continuent d'être enseignés et étudiés dans des universités du monde entier. Les tapis persans, la poésie persane, la miniature persane maintiennent dans la culture mondiale une présence du terme perse qui coexiste avec le terme iranien, sans nécessairement entrer en contradiction avec lui. Cette coexistence de deux termes désignant le même espace culturel et géographique, l'un pour le présent, l'autre pour le passé, est peut-être la résolution la plus équilibrée à laquelle l'histoire de cette dénomination pouvait aboutir. Elle permet de reconnaître à la fois la continuité d'une civilisation ancienne et la transformation d'un État moderne sans réduire l'une à l'autre. Elle préserve la complexité d'une histoire qui ne peut être contenue dans un seul terme. Ce que révèle en définitive l'histoire du passage de Perse à Iran, c'est que les noms des pays ne sont jamais de simples étiquettes administratives. Ils sont des condensés d'histoire, des répertoires de significations accumulées, des terrains où se jouent des luttes de pouvoir sur le droit à définir les communautés humaines et leur rapport au temps. La décision de 1935 n'a pas mis fin à ces luttes. Elle en a ouvert un nouveau chapitre, dont l'Iran contemporain continue d'écrire les développements dans un contexte de tensions politiques, sociales et culturelles qui rappelle que la question de l'identité nationale est toujours fondamentalement une question ouverte.